Bonjour à tous, le succès de la billetterie du Festival des Vieilles Charrues, la bonne santé de l'hôpital de Carhaix, mais aussi le plan social de l'entreprise Entremont à Carhaix, c'est l'actualité du Centre-Bretagne. On en parle tout de suite avec Laurent Marc, le rédacteur en chef du POER, l'hebdo du Centre-Bretagne. Bienvenue dans ce JT. Et après les Vieilles Charrues ce vendredi, c'est Canal Loire qui a annoncé sa programmation pour l'édition 2011. La 24e édition du festival Landernéen, ce sera du 9 au 14 juillet. Pauline Ferco a rencontré la présidente du festival. Du 9 au 14 juillet prochain, le festival Canal Loire s'installe à Landerneau. Et pour fêter sa 25e édition, les invités venus de loin seront à l'honneur. On a fait une programmation aujourd'hui internationale où le Québec est invité à l'affiche avec la bottine souriante, le Alan Stivell du Québec, un groupe de grande notoriété là-bas. On a invité la Galice avec une jeune femme qu'on adore et qu'on n'arrivait pas à voir jusqu'à présent, Susanna Seivan. Et nous aurons en tête d'affiche l'Irlande avec les Dubliners. Nolwenn Corbel sera là aussi, effectivement. On aura vraiment pas mal d'artistes à défiler sur nos scènes, des artistes qui parlent à un public populaire, mais aussi pas que, une programmation éclectique où la création des artistes en devenir et des artistes confirmés fouleront les différentes scènes du festival. Et si Landerneau s'anime durant 6 jours au son du biniou et de la bombarde, c'est aussi avec l'incontournable Fête du Port et le défilé du Festival du Léon qui seront bien sûr au rendez-vous cet été encore. Alors on le voit, les organisateurs de festivals mettent la dernière main à la pâte avant l'été. Laurent, bonjour. Bonjour. Après Canal Loire, Canal Loire, ce seront les Vieilles Charrues qui annoncent donc leur programmation. Cette semaine, on a déjà assisté à une ruée sur les billets. Est-ce surprenant ? Un tout petit peu, parce qu'effectivement, quand les Charrues ont dévoilé leur programmation, les internautes se sont déchaînés. Visiblement, la programmation ne les satisfaisait pas. Et puis là, depuis 2 jours, c'est effectivement une ruée vers la billetterie. Plus de 160 000 billets ont déjà été vendus. C'est du jamais vu. Un succès énorme. À tel point que les organisateurs sont obligés de revoir leur plan de com et leur stratégie. Ils n'avaient pas du tout pensé à un tel succès. Peut-être l'une des explications de ce succès, c'est le fait que ce soit la 20e édition. Alors, le choix de la programmation a surpris certains, a déçu d'autres. Est-ce qu'il y a un risque d'essoufflement au bout de 20 ans de festival ? Essoufflement, on s'était effectivement interrogé. On s'est dit, là, ils avaient fait 2 grosses années, 2009-2010, avec Springsteen et Muse. On attendait énormément cette année. Pas de grosses têtes d'affiche le jeudi soir, mais une constellation de plusieurs autres têtes d'affiche. Donc, le risque d'essoufflement, à mon avis, l'enjeu majeur pour les Vieilles Charrues l'année prochaine, c'est de rivaliser, de tenir le coup face aux autres festivals européens. Je pense à Benicassim ou à Arras. Certains effectivement sponsorisés ou d'autres appartenant à Live Nation. Il y a une concurrence comme ça entre festivals, parce qu'on a du mal à penser que un festival en Centre-Bretagne peut être concurrent d'un festival au Portugal ou dans le nord de la France. Énorme concurrence, puisque les festivals qui appartiennent à l'écurie Live Nation ont effectivement des moyens démesurés, ce qui fait qu'ils peuvent offrir des cachets 2 à 3 fois supérieurs à ce que peuvent offrir les Charrues. Donc effectivement, difficile d'avoir des grosses têtes d'affiche comme Coldplay à Arras cet été. Bon, vous êtes aussi un auditeur ou un spectateur du Festival des Vieilles Charrues depuis plusieurs années. Votre sentiment sur cette programmation ? Alors en tant que festivalier au début, moi aussi j'étais comme beaucoup un peu déçu. Je m'attendais à une grosse tête d'affiche le jeudi. Finalement, y regarder de plus près, il y a de vraies pépites. Il y a des vrais groupes plutôt sympas. Leaf Follebeck, un Canadien effectivement, ou Family of the Year, des Californiens qui devraient être vraiment terribles. Sans parler de Bell Race
qui est vraiment extra à voir. C'est à découvrir donc du 14 au 17 juillet à Carhaix, bien entendu. Après la culture, l'agriculture, on poursuit notre série consacrée à l'agriculture biologique. Le mois dernier, nous suivions l'installation d'Aurélien, maraîcher à Sizun, et la conversion de l'exploitation de Claudette, une productrice laitière. Un mois après, Marina Dété est retournée voir nos deux exploitants agricoles. Nous retrouvons Claudette, agricultrice à Anvec, et Aurélien, maraîcher à Sizun. Aurélien fonce tête baissée dans son projet. Pour lui, il est temps de signer les contrats pour son terrain. Son bailleur n'est autre que son voisin, Michel, lui aussi agriculteur. Comme la pression est assez forte ici sous le pont foncier, je trouve intéressant de céder un hectare à Aurélien. Les fermes, plus elles sont grosses actuellement, plus ils cherchent encore à s'agrandir, il n'y a plus de limite. De ce côté-là, je trouve dommage que ce soit moi, petite structure, qui soit quand même obligé de céder un hectare à Aurélien pour qu'il ait la possibilité de s'installer. Maintenant que le bail est signé, il faut planter les légumes qu'il vendra par la suite sur le marché ou en panier. J'utilise un paillage plastique tissé. Donc l'utilisation du plastique, vous me direz en bio, n'est pas forcément super. Mais moi, c'est vrai que ça me permet de me dégager du temps pour faire autre chose, parce que pour le moment, je suis tout seul. Et c'est vrai que limiter au maximum mon travail de désherbage, c'est quand même un atout pour le moment. Mais à vouloir faire trop vite... Je crois que j'ai pas assez de trous. Faut que je les refasse. Pour Claudette, la conversion à l'agriculture biologique se fait en douceur. Chaque matin, une quarantaine de vaches laitières passent à la traite. Et Claudette a déjà adopté des méthodes naturelles pour les traitements qu'elle apporte à ses vaches. Je n'aurais pas le droit de les soigner avec des produits antibiotiques. J'utilise plus par exemple pour les piles, des pommades à base de plantes. Et sinon, des huiles essentielles. Prochaine étape pour nos deux agriculteurs, la visite d'un contrôleur dans les 2 mois qui viennent pour l'obtention de leur agrément en bio. On vient de parler de la production laitière. À Carhaix, le groupe Sodial et le laitier Entremont sont en train de mettre en place un plan social avec en jeu 104 emplois. Alors, Laurent, quelles sont les perspectives pour ces salariés, ces 104 salariés ? Alors aujourd'hui, à Paris, se négocie actuellement, là, en ce moment, le plan de sauvegarde de l'emploi. Enfin, c'est une façon polie de parler d'un plan social, effectivement. 104 emplois, vous l'avez rappelé, qui sont sur la sellette. A priori, effectivement, l'atelier préemballé et affinage va fermer, ce qui fait que les 104 salariés vont se retrouver sur le carreau. Il se dit qu'il y a des offres chez Entremont, à Guingamp et Glomel, mais ça reste sporadique. Voilà, absolument, ça reste sporadique. Donc voilà, pour l'instant, on attend effectivement le calendrier officiel de ce plan social. La réunion est en cours. Où en est le projet des Chinois du groupe Sinutra ? On en parle depuis plusieurs mois. Oui, pour l'instant, ça suit son cours. A priori, ça semble sur la bonne voie. Je pense qu'il n'avait pas l'intention d'annoncer effectivement une bonne nouvelle juste avant la réunion d'aujourd'hui pour Entremont Sodial. Donc on devrait avoir des nouvelles d'ici à la fin du mois, effectivement. Il y a 200 emplois possibles. Est-ce que certains pourraient passer d'une entreprise à l'autre, puisqu'il y a une entreprise qui ferme et qui supprime 104 emplois, d'autres qui promet la création de 200 emplois? Est-ce qu'on peut aller de l'un à l'autre? Sur le papier, oui. Sauf que le plan social, c'est maintenant, a priori, c'est en 2011, et Sinutra n'envisage pas d'ouvrir son usine, sa production avant 2013. Donc quid que faire pendant 2 ans presque. Donc, sur le papier, oui. Cette semaine, on a appris la pérennisation de 39 emplois au centre hospitalier de Carhaix. Alors, on reste dans l'emploi, on reste à Carhaix. Laurent, est-ce que c'est une bonne nouvelle et est-ce que c'est l'un des premiers bénéfices de la fusion entre le centre hospitalier de Carhaix et celui de Brest? Alors indéniablement, c'est une bonne nouvelle, bien évidemment. On se souvient de la bataille pour la sauvegarde de l'emploi. Donc là, effectivement, c'est forcément une bonne nouvelle. Et oui, c'est a priori le bénéfice de la fusion. Une fusion qui a été un petit peu difficile, délicate. Les Carhésiens ne souhaitaient pas forcément aller à Brest et inversement.
Maintenant, elle se met concrètement en place et voilà, ça se traduit effectivement par ce genre d'actes qu'on vient de rapporter. À suivre donc. Et avant de se quitter, on vous rappelle donc ce week-end l'ouverture du pont de Térénèse avec cette inauguration samedi et puis le passage des cyclistes donc dans la foulée de cette inauguration. Et puis dimanche, ce sera la journée Le Pont en Fête avec toute une série d'animations pour le grand public. L'ouverture à la circulation, ce sera dimanche soir à partir de 22h. Laurent, merci d'être venu commenter l'actualité du Centre-Bretagne à notre compagnie. On rappelle que le POER donc fait sa une sur le festival des Vieilles Charrues. Et puis lundi, à partir de 18h15, vous retrouverez Marina Dété pour un nouveau point sur l'actualité. D'ici là, bon week-end et bonne soirée à vous.